Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de l'autre journal. Lundi 28 septembre 2020, le chef de l'État a procédé à la nomination du Premier ministre à la personne de la dame Victoire Tomiga-Dobé. Et le jeudi 1er octobre, elle a formé son gouvernement. Le vendredi 2 octobre, le gouvernement s'est retrouvé devant l'Assemblée nationale pour sa politique générale. Et bien évidemment, l'Assemblée nationale lui a accordé sa confiance pour l'exécution de cette politique générale du gouvernement. Nous allons en parler de cette émission, mais avant cela, aujourd'hui c'est le 5 octobre 2020, 30 ans après la lutte politique qui devait nous conduire à l'alternance ou au changement, les attentes sont toujours là. Avec nous sur ce plateau, nous avons Joël Ega, il est le directeur de publication du journal La Fraternité plutôt. Bienvenue Joël dans ce nouveau numéro. Merci mon frère, merci d'avoir précisé, c'est pas la fraternité mais c'est fraternité tout simplement. C'est un plaisir d'être à ce rendez-vous avec les fidèles qui sont sur le net et par tout moyen pour nous suivre, pour apporter également l'appréciation de ce que nous faisons comme service rendu. Merci beaucoup Joël. Le second invité, c'est bien évidemment Ferdinand Haïté. Il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Joël, bonjour à ceux qui nous suivent. Oui, Joël, la question, elle est banale, mais je la pose quand même. Que retenez-vous de 5 octobre de 90 ? 5 octobre 90, je retiens que d'abord c'est une date qui devait être inscrite en tant qu'événement national. 5 octobre devait être marqué dans notre histoire, comme par exemple l'indépendance, parce que 5 octobre a permis de mettre en place une nouvelle république, la 4e République. Et ce qu'on a connu le 5 octobre a marqué la vie de toutes les nations, du moins de l'Afrique de l'Ouest, du moins de l'Afrique francophone, le phénomène du vent de l'Est. Et on n'a jamais connu ça. Donc je ne comprends pas qu'on le mette sous silence, parce que ça n'a pas arrangé, parce que le régime qu'on avait, contre lequel le 5 octobre a été a vu jour, on n'a pas pu le dégager jusqu'ici, donc le régime est toujours là. Et ce n'est pas normal, parce que ça a permis d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, par exemple, la presse, le débat auquel nous assistons, vous assistez aujourd'hui, le 5 octobre, c'est grâce au 5 octobre, je parlais de la Constitution, le multipartisme, etc. C'est le 5 octobre qui a été à l'origine, a été le déclencheur de tous ces mouvements. Donc, ça, le 5 octobre a redéfini carrément le paysage politique togolais, le paysage politique, le débat même démocratique. Donc, on devait donner au 5 octobre toute son importance. On ne l'a pas fait. J'espère que pour ces 30 ans, on va réfléchir à le marquer comme tel. Et à permettre de réfléchir, pas seulement entre nos journalistes, mais que ce soit une réflexion nationale pour voir qu'est-ce que le 5 octobre voulait. Est-ce que nous l'avons eu aujourd'hui? Et là, je profite pour parler de ce que le 5 octobre voulait. Ce que le 5 octobre voulait, c'est un meilleur partage des richesses publiques, une meilleure gestion, l'arrêt du musellement de ceux qui ne sont pas dans la logique de la pensée unique. C'était la fête de la pensée unique. Mais nous nous rendons compte que 30 ans aujourd'hui, on est carrément allé en arrière même du parti unique, du parti État. Et parce que UNIR aujourd'hui, ce que UNIR fait aujourd'hui est plus cynique que ce que le RPT faisait. C'est-à-dire on t'asphyxie, on t'étouffe, la chasse aux sorcières est plus pernicieuse, on ne te dit rien, mais on sait par où on te tient, et pour que tu ne tiennes pas tête au système. Le 5 octobre, je me suis également rappelé, nous on était encore très jeunes, quand c'était venu. Il faut reconnaître aujourd'hui que le chèque du 5 octobre aussi, c'est par rapport à comment ça a été présenté à l'opinion. Le 5 octobre était venu pour libérer les esprits et non pour opposer un Togolais à d'autres Togolais. Or, c'est comme ça a été présenté. Comme il y a des Togolais d'une certaine partie qui ont régné jusque-là, il faut qu'on les chasse. Or, le message avait été, c'est aussi ça la communication, l'approche qui a manqué dans le mouvement du 5 octobre, en fait tout ce qui a suivi après, où au lieu de dire on va s'asseoir pour changer, on est plutôt venu pour régler des comptes à des gens, et ça les a braqués. D'abord, ils n'étaient même pas prêts, mais on n'a pas tenté
l'approche conciliateur, l'approche de concession, mais on était allé de front pendant que les tigres qui étaient sortis du 5 octobre étaient presque des tigres édentés. Les tigres qui étaient sortis du 5 octobre étaient des tigres édentés. Maintenant, sans compter cette mauvaise culture que nous avons en nous, en n'élevant pas l'intérêt commun, mais nous sommes là, pendant qu'on venait ensemble, par exemple, moi, Ferdinand, on est ici, mais quand les intérêts vont venir, je vais chercher d'abord à prendre le dessus sur Ferdinand, c'est-à-dire les intérêts personnels, plutôt que de construire des valeurs, de construire quelque chose de commun. Donc moi, pour faire le bilan ramassé que je fais du 5 octobre, si après 30 ans, la nouvelle génération qui est là peut faire mieux, elle doit même faire mieux, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à rester sous le joug de ceux-là qui n'ont à l'esprit que la rapacité, l'hégémonie, l'orgueil, la méchanceté, etc. Merci beaucoup, Joël. Que retenez-vous du 5 octobre, ministre? Non, d'abord, il faut dire que les années 90 ont constitué un bouleversement majeur en Afrique. Comme on le dit souvent, bouleversement consécutif au vent de l'Est après le discours de la Baule. Et donc, l'Afrique, avant les années 90, c'était le règne des partis uniques, les guides éclairés, les chefs d'État qui ressemblaient à Mao Tse-tung et tout ça. Et donc, brusquement, les lignes ont bougé dans les années 90 et le Togo a connu son bouleversement à partir du 5 octobre. Tout est parti d'un événement banal. Une affaire de tract qui devait être jugée au tribunal. À l'époque, d'ailleurs, par le juge qui est devenu aujourd'hui ministre de la Justice, Pius Agbetomé. C'est de lui que c'est parti avec Logo de Souvi, Tino, et les Teko, tout ça. À tous ces gens-là, il faut rendre honneur parce qu'ils sont d'un certain âge aujourd'hui. À l'époque, ils avaient pris leurs responsabilités en étant jeunes, étudiants et tout ce que vous savez. Aujourd'hui, les jeunes étudiants, ils sont en train de magnifier la dictature. Parce que quelqu'un veut aller chez son oncle pour gagner un poste, quelqu'un veut aller chez son frère de village pour réussir à un concours. Donc, nos campus sont devenus aujourd'hui des cadres de formation des jeunes pour soutenir un régime dictatorial, alors que l'université est par essence un lieu d'ouverture d'esprit. Et donc, cette parenthèse fermée, je reviens au 5 octobre pour dire que donc c'est parti d'un événement banal, les frustrations s'étaient accumulées depuis des années, et puis donc le régime a été ébranlé, et puis on est rentré dans une nouvelle phase de la vie politique du Togo, avec des acteurs qui ont émergé, certains ayant fait déjà le régime, d'autres étant en exil, donc chacun a donné de la voix, et nous avons commencé par gagner des espaces de liberté. On venait de le dire, s'il y a aujourd'hui des journaux indépendants, même si l'espace de liberté est en train de se rétrécir, le régime essaie de reprendre du poil de la bête, c'est parce que des gens se sont sacrifiés dans la rue, on a tué des gens, on a liquidé des jeunes, on a assassiné des gens, et que nous avons pu obtenir ces espaces de liberté-là, que des gens utilisent même aujourd'hui contre même ceux qui ont lutté le 5 octobre. Aujourd'hui, vous trouvez des journalistes qui insultent la mémoire de ceux qui ont permis que eux, aujourd'hui, ils deviennent des journalistes indépendants. C'est quand même incroyable, vous voyez. Et donc, le 5 octobre, c'est une nouvelle phase de la vie politique de notre pays qui s'est ouverte et qui a ébranlé sérieusement le régime des Yadema. Sauf que si nous faisons le bilan 30 ans après, on n'a pas beaucoup progressé. Je dirais qu'on a même reculé. Le régime qu'on était censé dégager est toujours sur place, s'est même enraciné, a continué de père en fils, est devenu plus pernicieux qu'il y a quelques années. Et à l'heure du bilan, nous avons des partis politiques de l'opposition qui ont émergé dans la foulée des événements du 5 octobre. Aujourd'hui, ces partis sont l'ombre d'eux-mêmes.
la plupart des leaders ont commencé par disparaître de la scène politique sans avoir atteint les objectifs. On a déjà fait les funérailles de Demkodjo. Agboibo est toujours à la morgue, on attend ses funérailles. Zarif Ouaïba est passé derrière le rideau, il est souffrant. Jikris Olympio aujourd'hui ne donne plus de la voix. Et donc, ces leaders des années 90 sont au soir de leur vie. Leurs lieutenants qui ont pris la relève dans les années 2000 ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui, la plupart aussi sont déjà au bout du rouleau avec des partis politiques qui sont totalement affaiblis. Et donc, si nous devons faire le bilan aujourd'hui, on n'a pas beaucoup progressé parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Le régime que les gens voulaient changer est toujours sur place, a toujours trouvé des moyens pour se maintenir. Il y a eu énormément d'erreurs, il y a eu des faux pas, il y a eu des conflits de personnes, et il y a des gens très habiles à balancer à la face de la population le multipartisme qui s'est révélé être un véritable goulot, un obstacle majeur même à l'alternance, au changement. Et donc la lutte, le multipartisme suppose que plusieurs partis politiques s'affrontent alors que l'adversaire commun est là. Et donc ces partis ont passé 30 ans à se neutraliser et au bout du compte, le régime est toujours là. Donc aujourd'hui, s'il y a un bilan à faire, il faut avoir le courage de dire que les lignes n'ont pas beaucoup bougé. Les espaces de liberté qui ont été acquis de haute lutte et par le sang de beaucoup de Togolais qui en sont morts. On se rappelle des Tavu Amorin, des morts de la lagune de Baie, des massacres de Fréau-Jardin, tout ce qu'on a connu. Ces espaces de liberté-là sont aujourd'hui rétrécis totalement. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus manifester au Togo. L'exemple, c'est ceux qui ont voulu faire le meeting à Baguida. Ce week-end, ils ont été totalement interdits. Et donc, vous ne pouvez plus manifester au Togo. Et donc, on n'a pas progressé. Il faut en faire le bilan. Il faut en faire le bilan, il faut voir où est-ce que ça n'a pas marché et reprendre la lutte totalement à zéro. Nous ne voulons pas faire le procès de qui que ce soit. Ceux qui ont pris le devant de la lutte, chacun a pu donner ce qu'il pouvait donner, mais ayons le courage de reconnaître qu'on n'a pas avancé, on a fait du surplace. L'adversaire commun est toujours là, bien solide dans son fauteuil présidentiel avec ses dispositifs de conservation de pouvoir. Il faut une nouvelle réflexion sur la lutte au Togo, une réflexion qui sort du cadre partisan, parce que le cadre partisan a été un frein à la lutte pour le changement au Togo. Il faut recentrer la lutte sur les valeurs, sur les principes, et sur ce qui doit unir les Togolais demain, si jamais demain il y a un changement. Bon, je pense qu'il y a un bilan quand même à faire, et je suis surpris que sur la scène politique et au niveau de la société civile, il n'est même pas programmé des colloques ou des conférences publiques ou des événements pour parler du 5 octobre, de l'esprit du 5 octobre, d'où on vient, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a même pas un colloque pour le faire. Et ça montre que on s'est énormément affaibli sur le plan de l'engagement politique. Les querelles de personnes ont laissé des traces, les querelles de partis politiques ont laissé des traces, au point qu'aujourd'hui, les forces progressistes, si je peux les appeler ainsi, se sont totalement désorientées. Il n'y a même plus de boussole. Sinon, au moins quelqu'un aurait pu lancer une initiative de ce genre en disant « Tiens, 30 ans du 5 octobre aujourd'hui, on fait une conférence publique. On fait une grande conférence publique, on invite au moins ceux qui acceptent de venir pour qu'on débatte de ce qui a été fait pendant 30 ans, ce qui n'a pas été fait, où sont les erreurs, où sont les faux pas, pour redéfinir une nouvelle manière de faire la lutte. Mais bon, il n'y a même pas de colloque, il n'y a même pas de rendez-vous. Peut-être que c'est nous qui organisons cette émission-là pour en parler. Oui. Merci beaucoup, Ferdinand. Et Joël, en discutant avec un leader politique il y a quelques jours, il parlait d'une assise générale de l'opposition pour voir comment est-ce qu'on peut redéfinir les stratégies. Êtes-vous de cet avis à l'heure où nous faisons le bilan du 5 octobre? Une assise générale, d'accord, mais je crois qu'il faut d'abord travailler les esprits avant d'aller à cette assise. Ça veut dire qu'on ne va pas aller à cette assise où les gens vont à des conclaves qu'on a connus par deux fois pour choisir le candidat unique de l'opposition, où quand lui il va, il dit bon, si ce n'est pas moi qui sors candidat unique de l'opposition, donc le colloque n'aura pas, enfin le conclave n'aura pas de suite.
Il faut d'abord travailler les esprits. Parce que le pouvoir, il faut le conquérir. Et quand vous voulez conquérir, dans la stratégie militaire, vous voulez conquérir quelqu'un, essayez de voir qu'est-ce qui fait sa force. Qu'est-ce qui fait qu'il nous tient tête? Qu'est-ce qui fait que même ensemble, on n'arrive pas à le dégager? Et donc, vous commencez par le pas d'épaisser petit à petit les éléments, ça y est, les boulons qui le sous-tendent. Et quand nous prenons aujourd'hui le pouvoir togolais, on sait sur quoi le pouvoir est adossé. On sait très bien ça. Il faut qu'on arrête de faire du verbiage, etc. Même pour aller à cette assise-là, il faut définir les thèmes de référence. C'est comme il a circulé tout dernièrement sur les réseaux sociaux, comme quoi on veut organiser une conférence nationale BIS, etc. Je dis, mais conférence nationale BIS, à quelle fin? Si la conférence nationale BIS dont on parle, qu'on a injecté dans le circuit pour voir la réaction, si l'objectif de cette conférence, c'est pour négocier le départ de celui qui occupe aujourd'hui le fauteuil, ben, ça peut avoir une raison d'être. Mais si ce n'est pas pour négocier, si c'est pour réhabiller, ce n'est pas la peine. Et donc, si l'opposition doit avoir aujourd'hui une assise, il faut qu'on définisse clairement les thèmes de référence pour voir. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 30 ans, c'est toute une génération qui est partie. Et à des moments parti, son fils est venu plus fort. Il contrôle autant l'armée. Il est autant bien avec la métropole, c'est-à-dire que c'est le maître, le maître chanteur qui est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces éléments-là aillent désormais à notre faveur? Mais si on ne scène pas si bien le problème, on a beau piailler, s'agiter, autres là. Et puis, maintenant, c'est sur ce plateau on a identifié ceux qui ont été les passagers clandestins. Dans le... J'emprunte l'expression de Ferdinand. Ceux qui ont été les passagers clandestins, hein, les opportunistes qui se sont mis dans le train de l'alternance du débat démocratique, qui se sont retrouvés. Il y en a encore aujourd'hui dans les rangs de l'opposition. Il y a beaucoup de ces opportunistes, des gens qui étaient même annoncés, qui, de sourcils, avaient dit oui à l'entrée au gouvernement, mais ils se sont rendus compte que non, ils seront plus efficaces en restant encore dans l'opposition, en jouant le jeu trouble. Et on a dit non, vous restez là-bas, hein, pour jouer aux agents doubles. Donc, il faut également que l'opposition s'asseye pour d'abord définir comment on va conquérir, mais savoir avec qui on compose. Mais pourquoi lui, il est là? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il n'a pas d'autre raison que les valeurs que nous défendons? Et quand vous voyez aujourd'hui, moi je prends le cas du Mali, moi je dis, ça m'étonnerait que la transition malienne n'accouche pas d'un Mali meilleur. Parce que quoi? Parce que quand vous les voyez tous la quarantaine, ces officiers-là, mais ils ont intérêt à construire une nation qui les accepte demain, ou quand ils s'asseyent dans leur fauteuil, ils sont fiers d'avoir contribué à quelque chose. Et donc quand on veut aujourd'hui faire le débat, les maréchals de l'opposition sont passés, mais parmi les lieutenants, il faut composer avec les lieutenants, mais pas tous les lieutenants. Parce qu'il y a des lieutenants qui sont devenus aujourd'hui même plus cyniques même que le marshal. Et on a longtemps discuté. Donc, les thèmes de référence doivent être assez rigoureux pour savoir de quoi on parle, avec qui on discute, hein, et quels seront les objectifs que nous sommes fixés, comment atteindre ces objectifs-là. Sinon, on risque de perdre le temps encore à truc là, comme on va parler même du nouveau gouvernement où les gens vont rester dans les couloirs et après vous allez voir c'est eux qui vont monter pour vous diriger. Aujourd'hui, on n'est dirigé par les fils de ces barons-là. Bien sûr. On est dirigé par les enfants de ces barons. On risque, il faut éviter que ça se répète encore. Merci beaucoup, Joël. Ferdinand, une assise dans l'opposition aujourd'hui, est-ce que c'est encore d'actualité? Non, une assise avec l'opposition actuelle, je dirais que c'est impossible. Il faut faire le constat de l'échec de la lutte. Il faut faire le constat qui consiste à dire pendant 30 ans, la plupart des partis de l'opposition ou leurs leaders se sont beaucoup plus neutralisés que de combattre le pouvoir. Il faut préciser ce que Joël vient de dire, les passagers clandestins qui sont dans le train du changement, et qu'avec ces gens-là, il y aura toujours des jeux troubles. Alors, on ne peut pas aller aujourd'hui à des assises de l'opposition parce que cette classe politique-là a totalement échoué. Si vous prenez tous les leaders aujourd'hui, ce n'est pas un procès en sorcellerie qu'on leur fait, mais c'est un constat, ils ont tous échoué. Mais il faut beaucoup plus privilégier une assise citoyenne qu'une assise de l'opposition. Parce que quand vous parlez de l'assise de l'opposition,
vous restez toujours dans le cadre partisan. Quelqu'un viendra avec le manteau de son parti, il va dire oui, ce qu'on est en train de faire ici, nous ça ne rentre pas dans la ligne de notre parti. L'autre va dire moi ça ne m'intéresse pas. Il faut sortir du cadre partisan et amener les forces vives de la nation, ce que moi je peux appeler les forces vives de la nation, vers une assise citoyenne pour faire le bilan du parcours des 30 ans du processus électoral, les avancées, les échecs et les leçons à tirer de ces échecs-là pour repartir autour maintenant d'une stratégie qui n'est plus la même pendant les 30 dernières années. Vous savez, les gens aujourd'hui sont morts, mais ceux pour qui ils sont morts sont aujourd'hui avec le pouvoir. Jésus-Christ Olympio, c'est quelqu'un qui était presque un dieu pour les Togolais, sinon un dieu. On était dans les rues pour le supporter, les gens ont pris des balles pour le supporter, les gens sont en exil aujourd'hui à cause de ce monsieur, les gens ont perdu leur bien aujourd'hui à cause de ce monsieur, mais nous sommes aujourd'hui là, mais lui, il est du côté du pouvoir en train de sabler le champagne. Et donc, ces attitudes-là ne donnent pas le courage à des gens de s'engager encore dans des querelles partisanes ou bien dans les luttes partisanes en disant je suis de tel parti, je suis de tel parti. Si on fait aujourd'hui le bilan des dégâts que les 30 ans du processus démocratique ont créé pour certains Togolais, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont perdu. En dehors des vies humaines, les gens ont perdu leurs affaires pour toujours. Les gens qui ont voulu financer l'opposition, qui ont voulu être ils ont perdu tout. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est vers une assise citoyenne qu'il faut aller. Mais cette initiative-là doit être prise par des gens crédibles, pas des gens qui sont déjà clivants, des gens qui ont déjà montré que, bon, ils sont là pour autre chose que la lutte, quoi. C'est le vieux Tété Godwin, lors de son dernier séjour, avec qui j'ai fait des échanges, qui m'a dit, mais on veut faire la révolution avec des bourgeois. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous voulons faire la révolution sans révolutionnaire. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans la scène politique, sur la scène politique ou bien dans la classe politique, la plupart veulent se réaliser. Regardez leur âge aujourd'hui. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on fait la révolution. Ils sont déjà au 3e âge. Ce qui les intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est soigner leur retraite, comment vivre tranquillement et avoir une vie tranquille. Donc ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va faire bouger les lignes. Donc il faut que... je suis de ceux qui pensent qu'une nation ne meurt pas totalement. Il y a toujours des esprits éclairés à un moment donné qui essaient de redonner espoir, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Une nation a toujours des ressorts. Je ne suis pas convaincu que nous sommes tous nous avons tous le cerveau totalement émasculé par le régime, la dictature, et qu'il n'y ait plus des gens éclairés dans ce pays. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais sortent de la peur. Parce que ce qui tient les gens, c'est la peur. Oui, parce que quand vous parlez, les gens disent « Oh, c'est ça le langage du Togolais. Le Togolais a créé son propre monde de la peur. Au point que, quand vous osez dire des choses, il y a des gens qui déjà même vous disent qu'on va vous tuer. Mais nous avons déjà tout perdu, nous n'avons plus rien à perdre. Moi je le dis toujours. Autant maintenant parler pour qu'on nous tue. Mais pour que le pays avance. Mais est-ce que c'est une fierté pour nous de voir tout autour de nous comment les gens avancent et que nous on est toujours dans la boue là, à patauger dans la boue et que les Togolais se contentent de... Mais ce n'est même plus du minimum. C'est ce qui est en bas du minimum quoi. Et les gens n'ont même plus d'ambition pour le pays. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, où est-ce qu'on va? Et donc, il faut des gens vraiment sérieux, patriotes, pour prendre aujourd'hui des initiatives citoyennes, pour regrouper un certain nombre de personnes et relancer une autre manière de faire la lutte. Une nouvelle manière qui sort carrément du cadre partisan qui ne nous a conduit nulle part. Aujourd'hui, les partis politiques ou le reliquat de ce qui en existe aujourd'hui sont devenus des boîtes d'affaires. C'est devenu des boîtes d'affaires. Dès qu'il y a élection, on essaie de voir quel cadre on va mettre à la CENI pour gagner un peu d'argent, qui on va mettre dans une institution pour gagner un peu d'argent. On va caser des vieux militants qui ne servent plus à grand chose. Le chef même est devenu, le chef d'entreprise, on prend les sous à gauche et à droite et puis on vient après on lance les slogans population. Il faut sortir de ça et réorganiser la lutte autrement, comme je l'ai dit tantôt, autour d'un certain nombre de choses, les valeurs, les principes, plutôt que les hommes. Les hommes viendront après. Si vous définissez le champ et que le champ comporte
les piliers du champ de la lutte sont les valeurs, sont les principes qui font de la République, on verra à un moment donné qui sont les hommes qui sont habilités à prendre le devant par rapport à leur probité morale, à leur engagement, à leur bravoure et à leur vision qu'ils ont pour ce pays. Mais tant qu'on ne fera pas cela et qu'on restera dans le cadre partisan, vous verrez DMK va fusiller, ANC va fusiller DMK, Adi, tout ça, et on restera dans le même moule. Et puis Ford fera encore peut-être 20 ans au pouvoir et puis on restera là à parler et puis je sais pas sur les WhatsApp et tout ça. Donc je pense qu'il faut sortir de ce truc là et réfléchir sérieusement. Merci beaucoup Ferdinand. Joël, 2 minutes parce que nous sommes talonnés par le temps pour cette première partie. Une question me brûle les lèvres. L'un des acquis de ce 5 octobre 90, c'est la conférence nationale qu'on avait organisée. Et les gens accusent aujourd'hui cette conférence nationale de s'être détournée de son objectif. Vous avez cette impression, vous aussi? Oui, mais effectivement, mon frère, et quand nous parlons du bilan, de la nécessité de faire le bilan, voir pourquoi le 5 octobre a échoué, pourquoi l'esprit qui avait porté le 5 octobre a échoué, mais cela fait partie des passifs. Il faut aujourd'hui, effectivement, il faut aujourd'hui évaluer le passif parce que même cette histoire, la conférence, la génération aujourd'hui, la génération actuelle, on parle de 30 ans, il y a beaucoup qui ne savent même pas comment cette conférence s'est déroulée. Et s'il faut aller à cette assise, je suis d'accord que ce soit une assise citoyenne plutôt qu'une assise de l'opposition, s'il faut aller à cette assise-là, il faut réauditer la conférence nationale souveraine pour voir bien. Comment nous l'avons fait? Pourquoi est-ce que les Béninois, en 10 jours, je crois que c'est en 10 jours, bien en 2 semaines, le Bénin est à son 4e alternance depuis 1990. Et pourquoi nous, on patine là? Pourquoi nous patinons toujours là? Et là, ça appelle même à auditer l'histoire du Togo. Parce que l'histoire, Yadema a créé son histoire, il a façonné l'histoire comme ça a été. On ne connaît pas vraiment ce qu'a été l'histoire avant même 60. La lutte pour l'indépendance, etc. Comment ça a été, quel a été le rôle des acteurs? Parce que quand vous savez là d'où vous venez, vous vous retrouvez facilement. Vous comprenez pourquoi celui-ci fait celui-là, celui-ci fait ceci, et pourquoi celui-là se comporte de cette façon, etc. Donc, nous faudra réauditer tout ce que nous avons fait jusque-là. Quels ont été les écueils dans le vivre ensemble? Pour définir les valeurs. Quand nous parlons de valeurs, prenez les choses, ce sont les conditions qui vont permettre à ce qu'on vive ensemble. Pourquoi est-ce qu'au Bénin, à côté, au Sénégal, même au Ghana, quoi qu'il ne soit pas de langue il ne soit pas des francophones, le Ghana est venu bien après. Nous n'avons pas eu besoin de conférence nationale souveraine, mais ils ont fait l'alternance et nous, on ne réussit pas jusque-là à faire l'alternance. Or, nous avons presque le même peuple. Des deux côtés. Vous avez les Tchokossi ici, vous avez les Tchokossi au Ghana. Vous avez les éveils ici, vous en avez au Ghana, vous avez une partie au Bénin, etc. Mais pourquoi est-ce que là-bas ça marche et ici ça ne marche? Et ici on a des problèmes à se mettre ensemble, à dégager, à asseoir le vivre ensemble sans accroc, sans animosité. Et donc il faudra aujourd'hui nous revoir dans le miroir, jouer notre caméscope, pour voir quelles ont été les bêtises, parce que la conférence nationale souveraine a été très loin. Vous voyez par exemple certains qui ont tiré marron de cette conseil, quand on parle des passagers classe D, c'est l'actuel ministre de l'administration territoriale. C'est la conférence qui a réussi à les faire revenir. Il y en a plein qui sont revenus grâce à la conférence nationale souveraine, mais qui aujourd'hui ont profité de la pagaille pour aller s'asseoir, d'abord être dans la transition, instiller des jeunes qui ont braqué encore plus le régime et eux-mêmes se sont retrouvés après du côté du régime. Donc il faudra réauditer tout cela pour voir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui lancer comme normes dans lesquelles tout le monde se retrouve. Et ça c'est important. Il faut que tout le monde se retrouve et qu'on puisse avoir des éléments pour se pardonner et aller de l'avant. Ok, merci Joël. Nous allons observer une petite pause. Nous reviendrons après. À tout à l'heure.